À 76 ans, Meryl Streep évoque enfin l'admiration. Non pas telle que le monde l'a perçue, mais telle qu'elle l'a vécue. Pendant des décennies, elle a été célébrée pour sa capacité à incarner d'autres personnages. Pourtant, derrière ses performances se cachaient ces hommes qui discrètement ont façonné sa confiance en elle, son courage et les exigences qu'elle refusait de transiger. Il ne s'agissait pas d'histoires d'amour destinées aux gros titres, mais de liens intimes tissés dans les salles de répétition, sur les plateaux silencieux et à des moments où les caméras s'étaient déjà éteintes. Des hommes qui ont mis sa discipline à l'épreuve, testé ses limites et, dans un cas inoubliable, sont devenus ce que lui pourquoi elle avouait ouvertement avoir toujours eu le béguin. Avant que Legacy ne devienne une légende, Meryl portait ses noms en elle. Chacun d'eux une leçon, non un regret. Regardez jusqu'au bout, car dans le 3e épisode, vous découvrirez l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'admirer et pourquoi ce sentiment comptait plus que toute histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de célébrité, c'est une histoire de ce qui perdure après la disparition des étoiles. En premier lieu, Robert De Niro. Meryl Streep a souvent dit que l'admiration ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, elle s'installe discrètement, se place en face de vous et exige toute votre attention sans même la demander. C'était le cas de Robert De Niro. Leur relation s'est nouée à la fin des années 1970 lors du tournage de Voyage au bout de l'enfer 1978, un film empreint de chagrin, de masculinité et de traumatisme inavoué. À l'époque, Meryl était encore en pleine ascension, portant le lourd fardeau de la perte de son compagnon John Cazale, tout en terminant le tournage du film. De Niro ne lui offrait jamais de réconfort par des mots, mais par sa présence. Dans des interviews ultérieures, Meryl confia que Robert ne jouait pas la comédie. Il vivait ses émotions au plus profond de lui. En l'observant travailler, elle comprit que la retenue pouvait être plus bouleversante que l'exhibition. De Niro était réputé pour sa discrétion presque impénétrable. Il n'expliquait pas ses choix. Il ne cherchait pas l'approbation. Pour Meryl, qui avait reçu une formation rigoureuse et intellectuelle à Yale, ce fut une révélation. Elle confia un jour que De Niro lui avait appris le courage de faire confiance au silence, de laisser l'immobilité parler quand le dialogue échouait. Dieu n'était pas du mentorat au sens traditionnel du terme, c'était de l'osmose. Des années plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent dans la chambre de Marvin en 1996, le respect mutuel n'en était que plus fort. Meryl était alors déjà une légende. Pourtant, elle aborda De Niro avec la même attention qu'elle avait manifestée des décennies auparavant. Robert l'écoute de tout son être. L.A. dit un jour: « Quand il vous regarde, vous vous sentez responsable de la vérité. » Ce genre de pensée, sous-entendait-elle, élève le niveau de chacun. Il n'y a jamais eu de romance entre eux, pas même une allusion. Ce qui existait était plus rare encore une compréhension mutuelle du métier comme responsabilité morale. De Niro incarnait une masculinité non dominante, une masculinité qui perdurait. Pour Meryl Streep, Robert De Niro n'était pas un homme qu'elle aimait. Il était un homme qui lui a appris à ne pas craindre le pouvoir discret. En second lieu, Dustin Hoffman. Si Robert De Niro a enseigné à Meryl Streep le pouvoir du silence, Dustin Hoffman lui a appris quelque chose de bien plus déstabilisant. Comment tenir bon lorsque l'admiration et le conflit coexistent. Leur histoire est indissociable de Kramer contre Kramer 1979. Un film qui a bouleversé la façon dont Hollywood représentait le mariage, le divorce et la parentalité. En coulisses, cependant, le réalisme émotionnel tant apprécié du public avait un prix. Hoffman était intense, acharné et profondément déterminé à susciter des réactions authentiques. Des années plus tard, Meryl a reconnu dans des interviews que certaines de ses méthodes avaient franchi les limites de la confiance. Pourtant, elle ne l'a jamais diabolisé. Elle l'a plutôt décrit comme une force complexe qui l'a forcé à affirmer sa propre autorité. À l'époque, Meryl était encore au début de sa carrière cinématographique, bien qu'elle fût déjà reconnue pour son intelligence et sa discipline. Hoffman plus âgé et aguerri imite constamment sa détermination à l'épreuve. Dans ses réflexions, elle nota que travailler avec lui avait permis de clarifier un point essentiel. J'ai appris que je n'avais pas besoin d'autorisation pour me protéger.
Cette prise de conscience laissa-t-elle entendre l'accompagna bien plus longtemps que les récompenses du film. Malgré les frictions, Meryl n'a jamais nié le génie de Hoffman. Elle admirait son audace, sa volonté de se montrer sous son meilleur jour, d'incarner des hommes imparfaits sans s'excuser. Plus tard, elle expliqua comment le tournage de Kramer contre Kramer avait exigé d'eux une authenticité émotionnelle, même si le processus avait été douloureux. Le film était important, disait-elle simplement. Et parfois, cela compte plus que le confort. De cette collaboration est née non pas l'amitié ni la chaleur humaine, mais un respect forgé à la dure. Hoffman incarnait un engagement artistique brut, direct et intransigeant. Pour Meryl, évoluer dans cet univers et renforcer sa confiance en elle. Dustin Hoffman n'était pas un homme facile à admirer, mais il est devenu l'un de ceux qui lui ont appris que sa voix sur le plateau comme ailleurs était non négociable. En troisième position, Robert Redford, là où d'autres mettaient Meryl Streep au défi par l'intensité ou la confrontation. Robert Redford l'a impressionné par une qualité bien plus rare à Hollywood l'a retenue. Leur collaboration la plus marquante fut Out of Africa 1985, un film caractérisé par l'espace, le silence et une subtilité émotionnelle remarquable. C'est là, au milieu de paysages grandioses et de dialogues murmurés, que Meryl en vint à admirer Redford non seulement comme acteur, mais aussi comme présence. Redford se comportait avec une aisance qui ne cherchait jamais à attirer l'attention. Il écoutait, il attendait, il laissait les scènes respirer. Dans des interviews ultérieures, Meryl a confié que travailler à ses côtés lui donnait l'impression d'être en confiance. Il n'a jamais cherché à s'imposer ni à dominer. Au contraire, il a laissé place à ses choix, à son rythme, à son interprétation, à une actrice qui privilégiait la vérité émotionnelle au spectacle. C'était profondément significatif. Elle a confié plus tard que Redford possédait une assurance naturelle, une confiance qui n'avait pas besoin d'être affichée. Il n'a rien prouvé, avait-elle un jour remarqué. Il savait déjà qui il était. Cette certitude a imprégné le film Out of Africa, où l'amour était dépeint non comme une urgence, mais comme une force patiente et expansive. Enjointe à ses côtés, Meryl a appris comment le silence pouvait exprimer le romantisme avec plus de force que les grands gestes. Au-delà du film, elle admirait l'attachement de Redford à l'indépendance, sa décision de créer le festival de Sundance, de soutenir discrètement les cinéastes plutôt que de rechercher la reconnaissance. Des années plus tard, lors de conversations, elle le décrivit comme un homme guidé par des principes plutôt que par l'ego. C'est ce qui, selon elle, distinguait le charisme du caractère. Une affection et une tendresse mutuelle les unissaient qui ne se muèrent jamais en rumeur. Ce qui perdura, ce fut le respect, l'admiration pour un homme qui comprenait le leadership sans autorité. Pour Meryl Streep, Robert Redford incarnait une forme de masculinité empreinte d'une conviction sereine. Il lui a montré que parfois l'influence la plus forte est celle qui ne s'exprime jamais. En quatrième position, Mike Nichols. Si le métier d'acteur a appris à Meryl Streep à écouter Mike Nichols, lui a appris à penser. Leur collaboration a débuté au début des années 1980, notamment avec Silkwood 1983, un film qui exigeait non pas une performance mais une clarté morale. Nichols ne s'intéressait pas aux émotions superficielles. Il recherchait l'intention. Il voulait une vérité qui puisse résister au silence. Meryl a plus tard décrit Nichols comme quelqu'un qui ne dictait jamais les réponses. Au lieu de cela, il posait des questions calmes et précises qui résonnaient longtemps après la fin des répétitions. « Que protèges-tu » demandait-il. Ou encore « Que perds-tu » à dire cela à voix haute. Pour une actrice réputée pour sa préparation et son intelligence émotionnelle, ces questions ouvraient des perspectives plus profondes. Jouer sous la direction de Nichols donnait moins l'impression d'être dirigé que celle d'être invité à une exploration collective. Nichols admirait la discipline de Meryl, mais il la remettait aussi en question. Il l'encourageait à lâcher prise sur la perfection et à faire confiance à son instinct. Dans des interviews, elle se souvenait qu'il avait un don incroyable pour déceler la fausseté non seulement dans le jeu, mais aussi dans l'intention. Il sentait quand vous vous cachiez, avait-elle confié un jour, et il ne vous laissait pas faire.
Cette franchise, reconnaissait-elle, était à la fois terrifiante et transformatrice. Au-delà de son travail, Merrill admirait l'humanité de Nichols. Il comprenait le pouvoir, mais n'en a jamais abusé. Il savait que la comédie et la tragédie pouvaient coexister souvent dans la même phrase. Leur conversation glissait avec aisance de la politique à la littérature, en passant par les étranges responsabilités liées à l'influence. Elle écrivit plus tard que Nichols la stimulait intellectuellement sans jamais la diriger. Il n'y eut jamais de romance, jamais de sous-entendu. Ce qui les unissait était un respect forgé par la rigueur. Nichols incarnait une autorité rare, une autorité qui enrichissait les autres au lieu de les rabaisser. Pour Meryl Streep, Mike Nichols n'était pas seulement un réalisateur qu'elle admirait. Elle nous rappelait que les meilleurs leaders ne donnent pas de réponse, mais aiguisent les questions qui nous guident toute une vie. Numéro 5. Alan J. Pakula. Si l'admiration peut naître du confort, le respect que Meryl Streep portait à Alan J. Pakula s'est forgé dans une épreuve bien plus exigeante, la prise de risque émotionnelle. Leur collaboration la plus marquante fut le choix de Sophie 1982, un film qui posait une question presque insoutenable à son actrice principale et lui faisait entièrement confiance pour y répondre. Pakula n'était pas un réalisateur qui expliquait la douleur. Il croyait qu'il fallait créer les conditions pour qu'elle puisse émerger d'elle-même. Meryl a confié plus tard qu'il n'avait jamais cherché à la protéger de la noirceur du rôle. Au contraire, il a préservé la vérité. Il m'a confié quelque chose de fragile, a-t-elle laissé entendre dans des interviews. Et cette confiance a transformé ma perception de ma responsabilité d'actrice. Pendant le tournage, Pakula lui a laissé de l'espace, parfois même un espace déstabilisant. Il n'a pas interrompu les moments d'émotion. Il n'a pas atténué la portée morale du récit. Pour Meryl, qui incarnait Sophie bien après la fin de chaque journée de travail, cette approche était à la fois épuisante et sacrée. Elle a dit un jour que Pakula comprenait le silence non comme une absence, mais comme un respect. Quand il ne disait rien, cela signifiait qu'il croyait. Ce qu'elle admirait le plus, c'était son refus de faire du sensationnalisme face à la souffrance. Pakula considérait le traumatisme comme un phénomène à observer et non à exploiter. Lors de conversations ultérieures, Meryl l'a décrit comme un homme qui comprenait la retenue non seulement sur le plan stylistique, mais aussi sur le plan éthique. Il savait s'arrêter à temps, a-t-elle déclaré, et c'est important. Cette performance lui a valu un Oscar, mais Meryl a toujours été claire, cette réussite était partagée. Pakula n'a pas façonné le personnage de Sophie pour elle. Il lui faisait confiance pour trouver Sophie par elle-même. Alan J. Pakula n'était pas un homme qui la réconfortait dans ce rôle. Il était celui qui croyait en sa capacité à l'incarner, et cette conviction l'a accompagné toute sa vie. Numéro 6. Robert Benton. Bien avant que Meryl Streep devienne synonyme de maîtrise, Robert Benton avait perçu quelque chose de plus discret et peut-être de plus important. Il l'a vu avant que la légende ne se forme, avant que la grandeur ne devienne une évidence. Leur collaboration sur Kramer contre Kramer 1979, dont Benton était à la fois co-scénariste et réalisateur, survint à un moment délicat de la vie et de la carrière de Meryl Streep, où le deuil et l'ambition se côtoyaient. Benton n'était pas attiré par le spectaculaire. Il croyait en la sobriété, en la force émotionnelle des moments ordinaires. Meryl a confié plus tard comment sa mise en scène lui permettait de se dépouiller de son jeu et d'être simplement présente dans une scène. Bob avait confiance dans les détails, a-t-elle un jour souligné un regard, une pause, une pensée inachevée. Pour une actrice capable de transformation profonde, cette retenue était essentielle. Ce qu'elle admirait le plus chez Benton, c'était sa sensibilité à l'histoire, aux acteurs, à la vérité émotionnelle. Il ne l'a pas poussé à dramatiser la douleur de Joanna Kramer. Il l'a laissé s'exprimer naturellement, sans jugement. Des années plus tard, dans des interviews, Meryl a reconnu que l'approche de Benton lui avait donné confiance très tôt qu'elle n'avait rien à prouver par l'excès. Le pouvoir qu'elle a découvert était déjà en elle. Benton respectait aussi les limites de chacun. À une époque où Hollywood confondait souvent intensité et prétention, son calme et sa sérénité le distinguaient. Il écoutait. Il s'adaptait. Il comprenait que la confiance était le fondement d'un récit authentique.
Meryl Streep a souvent souligné que Kramer contre Kramer fonctionnait, car le film traitait ses personnages avec dignité, même lorsqu'ils se trahissaient mutuellement. Robert Benton n'a pas façonné la légende de Meryl Streep. Dès ses débuts, il lui a rappelé que l'authenticité l'emporterait toujours sur la prétention. Que reste-t-il après la tombée du rideau? À 76 ans, Meryl Streep ne mesure plus sa vie à l'aune de ses rôles ou de ses trophées, mais à celle des personnes qui ont influencé sa vision du monde. Les hommes qu'elle admirait: Robert Dyro, Dustin Hoffman, Robert Redford, Mike Nichols, Alan J. Pakula et Robert Benton n'étaient pas des chapitres d'une histoire d'amour, mais des jalons de son évolution. Chacun d'eux l'a interpellé à sa manière par le silence, le conflit, la grâce, l'intelligence, la confiance et la conviction. Ensemble, ils ont façonné l'édifice invisible d'un héritage bâti sur la vérité plutôt que sur l'ego. Son histoire nous rappelle que l'admiration dans sa forme la plus profonde n'est pas une question de possession ou de permanence. Il s'agit de ce que nous conservons de ce qui demeure en nous bien après la fin du travail. À présent, nous vous posons la question: qui dans votre vie a contribué à faire de vous ce que vous êtes devenu sans jamais chercher à se faire remarquer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous appréciez les histoires hollywoodiennes authentiques et discrètes comme celle-ci, abonnez-vous à Legendary Archives où l'héritage est préservé sans sensationnalisme.